De la note de lecture à l'enseignement, à la formation professionnelle, il n'y a qu'un seul pas. Nous sommes avec Estelle Digri qui va nous entretenir tout à l'heure sur l'avenir de l'enseignement secondaire général face à la montée en puissance de l'enseignement et de la formation professionnelle qui est devenue aujourd'hui la tasse de thé quotidienne de toutes les nations africaines. On en parle énormément et ce sera donc avec ses invités, Wilfried Dianotin de grande qualité et Alessandre Adjina. Mais je vais vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est le 25 mars 2026. On va faire un peu d'éphémérie. C'est 15 jours, ça? Journée internationale de l'esclavage. Voilà, journée internationale de commémoration donc de l'esclavage, pas de l'esclavage, mais des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique. Et donc, en 400 ans, nous avons eu des milliers, des millions de déportés. Aujourd'hui, nous passons un message contre le racisme. Quel sera votre mot? Quel sera votre appel au monde entier? Est-ce qu'on va toujours lancer un appel à nos dirigeants? Parce que c'est eux qui portent le flambeau du développement des peuples africains et de ne jamais baisser les bras, de rester historique et de ne pas oublier cette mémoire forte. Et un pays ne peut pas progresser en oubliant son histoire. C'est une lutte permanente. Le dominé va toujours chercher à dominer. Le dominateur va toujours chercher à dominer et le dominé doit toujours se battre. C'est une lutte constante. Merci. Alessandre Adjina. Merci. Je crois que par rapport à l'esclavage, il faut que le combat se poursuive pour que les Africains s'assument et prennent leur destin en main. Alors, et vous, Estelle, allumez une flamme avec vos mots pour ces milliers de victimes qui sont parties? Alors, pour ces milliers de victimes qui sont parties, j'implore d'abord la grâce de Dieu sur eux, sur leurs âmes, que Dieu les accueille et que dans notre milieu, dans l'Afrique ici, que nous fassions le nécessaire. C'est pas pour oublier, parce que bon, ça fait partie de l'histoire, on ne peut pas oublier, mais que de jour en jour, on puisse travailler pour que ces réalités puissent être reléguées dans le passé. On se comprend. Oui. Mais faire le nécessaire, c'est aussi se former, c'est former en qualité. Et aujourd'hui, vous êtes préoccupé donc par l'enseignement secondaire général. Depuis 2019, l'enseignement secondaire général semble être relégué au second rang. C'est l'impression que certains acteurs de ce sous-secteur ont, parce qu'en 2019, nous avons eu l'adoption de la stratégie nationale de l'UFTP qui fait que de plus en plus les attentions sont tournées vers ce sous-secteur-là. Et donc, les acteurs de sous-secteur de l'USIG ont l'impression que oui, l'USIG est oublié. Ça reste une impression, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est ce qui est sur le terrain? Pour en parler, voilà, j'ai deux invités devant moi. Le premier, c'est Alessandre Adjina. Il est enseignant du secondaire et il est syndicaliste. Et Oui, syndicaliste. Il y a ce mot existe toujours. Oui, ça existe. D'accord. notre deuxième personne ressource que nous sommes allés dénicher, malgré son emploi du temps chargé, je vous le dis, c'est M. Wilfried Dianotin. Il est inspecteur de l'éducation à la retraite. Mais malgré qu'il soit à la retraite, il est bien au fait des questions que nous allons aborder ici. Il est plus jeune que vous et moi. Surtout dans la tête. Hein? Merci, inspecteur. Merci d'être là avec nous. Merci à l'éducation. Alors, ma première question, elle va s'adresser à M. Adjina. Comment se porte le SIG aujourd'hui au Bénin? Bon, il faut dire que l'enseignement secondaire général ne se porte pas très bien. Ça se porte assez bien compte tenu des nombreux défis qu'il faut relever dans ce sous-secteur-là. Il faut dire qu'au-delà de l'enseignement secondaire général, c'est tout le sous-secteur des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle qui a des problèmes. Monsieur Dianotin. Merci, puisque
vous avez dit que l'enseignement technique est à l'honneur. On apprécie la valeur des champs qu'au regard du rendement et de la qualité des produits qui sortent du centre. Et je vais dire que des efforts ont été fournis, des pas ont été franchis, puisque depuis quelques années quand même, les performances des apprenants sans rentrer dans les résultats scolaires intermédiaires, les résultats des examens quand même sont de plus en plus prometteurs. Et même si quand ils finissent l'enseignement secondaire, ils font la transition à l'enseignement supérieur, le taux d'échec a tendance à être très élevé. Donc, comme l'a dit mon collègue Adilan, tant qu'il reste à faire, on considère que rien n'est fait. Mais on ne va pas dire que l'enseignement secondaire est oublié, mais on doit toujours continuer à travailler sur ça parce que ce n'est pas parce qu'on a donné la priorité à la formation professionnelle que les ressources ont reversé en matière d'accompagnement du financement de l'enseignement secondaire. C'est une perception, mais il ne faut pas dramatiser. Oui, mais ça a tout l'air. Quand tous les discours publics, on entend que EFTP, EFTP. Est-ce que finalement, les gens qui sont au secondaire sont imités pour le développement de la nation? Non, c'est un système intégré. Les options qui sont faites sur la formation professionnelle, le socle de leur réussite dépend de la qualité de l'enseignement secondaire général. Et de façon un peu superficielle, on s'en tient au discours, mais le travail de fond sur les différents axes de développement, accès équitable, qualité, gouvernance, et l'enseignement secondaire général n'est pas si tant que ça. Est-ce que l'enseignement secondaire général au Bénin a aujourd'hui une stratégie un peu comme celle de BFTP? Non, la stratégie est en cours de construction. Et pour les acteurs qui ne sont pas quand même un peu impliqués dans le développement stratégique, c'est compliqué. Parce qu'on ne bâtit pas une stratégie en l'air comme ça. La stratégie se fonde sur les perspectives à long terme. Nous avions à la FIA 2030. Aujourd'hui, nous avons les perspectives à long terme 2060. Et nous avons le programme d'action du gouvernement qui nourrit à son tour le plan sectoriel de l'éducation. Donc, des options ont été faites en 2020 sur le développement global du système éducatif, que ce soit l'enseignement technique, la formation professionnelle, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur et l'enseignement primaire et la petite enfance. Des options ont été faites. Donc, c'est le plan sectoriel qui gouverne tout ça et la stratégie est sortie de cela. Et comme on a vu que ça a donné de la cohérence dans le développement de la formation professionnelle, immédiatement, ils se sont engagés sur l'élaboration de la stratégie. Mais ça nécessite des réflexions, de développement et peut-être plus en avant, on pourra revenir sur la question. Alors, on a vu l'attention, on l'a dit tout à l'heure, qui a été portée sur le FTP avec les mobilisations qui ont été faites. Alors, pour le SIG, l'enseignement secondaire général, quelles sont les actions phares? Quelles sont les actions concrètes qu'on peut attribuer à l'ESG aujourd'hui? Depuis 2019, on va dire ça comme ça. Bon, vous voyez, c'est difficile de répondre de la même manière parce qu'au même moment où on peut indexer une action comme action forte, en même temps, c'est une faiblesse, puisqu'il faut toujours maintenir le cap. Par exemple, je vais dire sur l'enseignement secondaire général, avec la montée en puissance de EducMaster en matière de gouvernance, il y a un suivi beaucoup plus rigoureux dans les établissements. Il y a des supports qui permettent une meilleure planification et un meilleur suivi et dans les enseignements, une allocation améliorée des enseignants parce que ce sont des outils quand même d'aide à la programmation et la planification. Mais de l'autre côté, on peut dire que des efforts ont été faits, mais qui ont été contrebalancés en matière d'accès, surtout dans les zones et en but à des problèmes climatiques et en but à des problèmes de sécurité, par exemple. Mais vous, M. Adjilan, vous êtes syndicaliste, vous êtes satisfait de l'ESG? Non, je crois que lorsqu'on parle d'actions qui aient pu impacter le sous-secteur de l'enseignement secondaire général, et l'inspecteur a parlé de la mise en place de EducMaster, qui a permis quand même de gérer ce sous-secteur
avec une gouvernance beaucoup plus acceptable. Mais lorsqu'on parle de l'enseignement secondaire général, il faut d'abord parler du recrutement et de la formation des enseignants. Parce que nous avons constaté malheureusement que depuis 2016, avec l'avènement du régime de la rupture, il y avait eu des recrutements par le passé, mais à partir de 2019, le système de la vacation a laissé place à ce qu'on a appelé l'aspirana. L'aspirana où on a recruté des enseignants sous contrat local, si je peux le dire ainsi. Et ils ont été sédentarisés par rapport à la vacation où ils étaient obligés de parcourir 3 établissements. Et on a regroupé les heures et ils interviennent dans un seul établissement. Mais 1 an après, on a constaté que les tests qui gouvernent les quotas horaires et un enseignant, en fonction de son profil, il a un quota horaire hebdomadaire à exécuter. Et lorsqu'on prend notre sous-secteur, celui qui est agent de l'État, et conformément aux tests qui ont été pris, s'il est titulaire de la licence ou du BAPES, il doit exécuter 20 heures par semaine, dont 2 heures d'animation pédagogique. Le professeur certifié ou l'élève professeur certifié en exécute 18 avec 2 heures d'animation pédagogique. Mais on a augmenté ce quota horaire, bien que l'arrêté soit disponible, les collègues exécutent systématiquement au moins 24 heures, d'autres 26 heures. Il faut dire que ces enseignants-là sont surchargés. Et lorsqu'ils sont surchargés, ils ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que lorsqu'on parle d'enseignement, on parle d'enseignement, apprentissage et évaluation. Lorsque l'enseignant a ce nombre d'heures à exécuter par semaine, je crois qu'il n'est pas en mesure de faire une évaluation objective. Et c'est en ce moment qu'on assiste à des interrogations de groupe, alors que les apprenants n'ont pas les mêmes attitudes. Ceux qui sont plus forts dans les groupes travaillent pour ceux-là qui n'ont pas le niveau requis. Et ça, l'évaluation est biaisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on veut une éducation de qualité véritablement, on ne peut pas surcharger les enseignants. Parce que les enseignants surchargés font une évaluation biaisée et là, la formation est en train d'être biaisée. Ils ne sont pas recrutés. Lorsque vous les écoutez, ils sont démotivés. Ils sont démotivés et ils font le service minimum. Vous parlez en nom? Non, mais c'est connu. Vous connaissez. Et au-delà de cela, vous savez, nous avons un problème. Et j'ai dit, ce n'est pas seulement, et ça ne concerne pas seulement l'enseignement secondaire général. Lorsque vous n'avez pas un plan de formation, mais cela pose un problème parce que l'enseignant qui est recruté a sa carrière qui doit être gérée. Au niveau du sous-secteur des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, on n'a pas un plan de formation en réalité. C'est vrai, le décret portant statut particulier a prévu quelques modalités, mais des arrêtés n'ont pas été pris à l'image des enseignements maternels primaires, par exemple, pour la formation de ceux qui ont déjà le brevet d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement technique. Mais comment est-ce qu'ils doivent accéder au corps des professeurs certifiés? Mais cela pose un véritable problème. Alors qu'au primaire, c'est systématique. Lorsque vous faites 3 ans, vous devez passer le cap écrit et lorsque vous êtes admis, vous passez l'oral et vous devenez titulaire du cap après le CEAP. Mais chez nous au secondaire, c'est dit en filigrane dans le décret qu'il faut que des dispositions soient prises 3 ans après pour celui qui a déjà passé 3 années dans la catégorie A, échelle 3, qu'on prenne les dispositions pour l'envoyer en formation. Mais des gens ont fait 15 ans en qualité de professeur adjoint et ils sont là. Je suis un exemple vivant et aucune disposition n'est prise pour envoyer ceux-là en formation. Sa carrière. Non, mais tout ça là, ça participe de
de la performance du système, ça participe de l'amélioration de l'offre éducative. Parce que l'enseignant qui est en situation de classe, s'il n'est pas, s'il n'est pas à l'aise, si sa carrière n'est pas bien gérée, s'il est mal payé, il ne peut pas donner le meilleur de lui-même. Alors, nous avons conscience que la question des AME, c'est une question assez délicate et nous allons certainement revenir sur le plateau sur ce sujet-là. Mais aujourd'hui, de façon concrète, quels sont les défis et les enjeux de l'USIG? Monsieur Dianoté. Et l'enseignement secondaire général est confronté à sa restructuration au regard des options qui ont été prises dans les perspectives à long terme 2060. L'enseignement secondaire général ne peut plus continuer à être de l'enseignement secondaire général. Ah, on va le rebaptiser alors. Non, mais même en lui gardant cette dénomination en termes de contenu, aujourd'hui, avec la montée en puissance du numérique, de l'intelligence artificielle, et qui ont des aspects très positifs, mais qui ont aussi des aspects très dangereux pour la société, au même moment où l'État va s'investir dans la légifération sur ces outils très importants, on doit aussi voir comment le système éducatif, l'enseignement secondaire général, doit capter les opportunités, couvre cette nouvelle dynamique-là. Nous n'avons pas été tellement au rendez-vous de l'émergence du numérique en tant qu'outil de facilitation des apprentissages et aussi outil de développement personnel et professionnel. Il faut que dans les prochains programmes, le gouvernement soit clair sur l'orientation que l'on donne à l'alphabétisation et pour qu'on puisse les intégrer résolument dans le développement de l'enseignement secondaire. Et enfin, il y a la question des enfants hors école, qui jusqu'à présent n'est appréhendée que par des organisations internationales, des ONG, mais quand vous regardez les coûts unitaires, sont des coûts extrêmement élevés. Il est temps que le gouvernement rentre résolument dans la danse, prenne le lead sur la question des enfants hors école et qu'on ait une visibilité à long terme. Enfin, on ne saurait parler de l'enseignement secondaire sans avoir un regard sur l'enseignement primaire. Parce que c'est l'enseignement primaire qui nourrit l'enseignement secondaire. Et on a constaté que les taux d'échec, les taux d'abandon les plus élevés sont en première année. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de l'enseignement primaire et que les profils qui viennent de l'enseignement primaire, il faut être encore un peu plus regardant. Et que dans cette dynamique, le gouvernement aussi affirme sa politique sur la pré-scolarisation, l'enseignement maternel, parce que jusque-là, on ne sait pas très exactement quelle est la vision et la politique du gouvernement sur cela. Alors, M. Adino, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à cette liste de défis et enjeux? Merci. Je crois que l'enseignement secondaire général mérite d'être repensé. Repensé parce que lorsque vous venez au niveau de l'enseignement secondaire général, nous avons certaines séries. Nous avons la série C, nous avons la série D, nous avons la série B, nous avons la série A1 et A2. Mais malheureusement, la série A1 est en voie de disparition complètement. Je parle des séries parce que qu'est-ce que nous remarquons souvent? Il y a une situation qui mérite d'être analysée, repensée. Il y a quelques années en arrière, pour passer en classe de seconde, vous devez avoir la moyenne de classe et le BEPC. C'est vrai, lorsqu'on a la moyenne de classe, on peut se retrouver en classe de seconde. Mais depuis bientôt 4 ans, lorsque vous avez le BEPC, vous passez en seconde. Lorsque vous avez la moyenne de classe, vous passez en seconde. Donc, le BEPC ou la moyenne de classe. Si bien que ceux qui se retrouvent en A2 ou en B sont ceux-là qui ne peuvent choisir aucune autre série en dehors de celle-là. Pourquoi? Parce qu'un apprenant a 6 au BEPC, 7. Et puisque les tests sont prévus qu'il se retrouve en seconde avec le BEPC, on le passe en classe de seconde. Mais si on doit procéder à une orientation, mais sur quelle base va-t-on l'orienter dans une série? Parce qu'il a 7 de moyenne, ça veut dire
en dehors de la conduite et de l'EPS, il n'a la moyenne dans aucune discipline. Est-ce que le seul examen du BPC peut faciliter ou peut conditionner l'orientation? Quand on vous écoute, c'est comme si les notes du BPC suffisent à orienter un enfant. Non, celui dont on parle n'a pas la moyenne de classe. Ça veut dire que s'il avait la moyenne de classe, ça veut dire qu'il a le droit de se retrouver dans la classe. L'orientation, c'est tout un processus. Oui, un processus, mais lorsqu'on doit classer un apprenant à partir du second cycle dans une série, il faut observer ses performances dans certaines disciplines. S'il tranche en mathématiques, en physique, en FVT, il est destiné à aller en série D ou en série C. S'il tranche en littérature, en français, en anglais, en histoire géo, il peut se retrouver en A. Mais voilà qu'il n'a la moyenne dans aucune discipline pratiquement. Mais il se retrouve en seconde. Ce sont des cas que nous gérons. En principe, on doit revoir les tests dans ce sens et faire en sorte que ceux qui ont le BPC et n'ont pas la moyenne de classe reprennent. Et s'il a la moyenne de classe, sur la base de ces notes, on doit pouvoir le classer dans une série. Lorsque vous prenez la série B, parce que la C et la D sont des séries qui permettent quand même aux apprenants de tenir. Mais ceux qui font la B, il n'y a pas de suite à l'université. Quelqu'un qui est en B, ils font économie, mais quand ils se retrouvent à l'université en sciences économiques, ils n'arrivent pas à tenir parce que les sciences économiques, ce sont les mathématiques. Donc, il y a un véritable problème à ce niveau-là parce que avoir des apprenants qui se retrouvent en classe de terminale, qui ont le bac et qui ne savent à quoi s'en tenir après le bac, dans quelle filière s'inscrire après le bac, je crois que ça pose un véritable problème. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il ne faut pas penser à une filière qui puisse constituer la suite de cette série B. Parce que lorsque nous prenons la A2, c'est la même chose. C'est-à-dire ceux qui sont en A2, en B, majoritairement, ce sont ceux-là qui ont le BPC avec 6, 7, 8, qui n'ont pas de série et eux-mêmes, étant conscients de leur performance, ils disent, bon, je vais faire la A2, je vais faire la B. Donc, ça pose un véritable problème parce qu'on forme pour l'avenir. Et lorsqu'on forme, et par la suite, ceux-là ne savent quel chemin prendre, on ne sait comment les orienter. Ça pose un véritable problème. Est-ce qu'il y a d'autres points sur la question? Oui, je crois que la question de la construction des infrastructures, parce qu'il y a un arrêté qui réglemente les effectifs dans les salles. Et au premier cycle, le maximum, c'est 60. En principe, on ne devrait pas aller jusqu'à 60. Au second cycle, le maxi, c'est 50. Mais vous constatez que dans certains établissements, on a 80, on a 85. Au second cycle, on a plus de 50. Si bien que cela ne permet pas de prendre véritablement ces apprenants-là en charge. Et contrairement à cet effectif-là, lorsque vous allez dans l'enseignement technique, c'est 12, assis c'est 15, c'est 25. Donc, je crois que, comme l'a dit l'inspecteur, on ne peut pas avoir un enseignement technique de qualité sans renforcer l'enseignement secondaire général parce que c'est là la base, mais il faut repenser les séries, revoir la stratégie pour qu'il y ait aussi... Alors, autant de défis à relever dans le SIG. Si vous devrez, en tant que syndicaliste, proposer ne serait-ce qu'un seul défi sur lequel le prochain président va se pencher pour aider le SIG, que proposeriez-vous? Donc, je crois qu'il faut recruter les enseignants et les former parce que si les formateurs ne sont pas bien formés, parce que ceux qui sont des apprenants aujourd'hui, ce sont eux qui deviendront des enseignants demain. Mais si la formation est biaisée, cela pose un véritable problème. Donc, il faut recruter les enseignants, les former. Je crois que vous avez parlé d'un seul défi, sinon il y en a assez. J'ai essayé de fermer pour vous la qualité donc, de l'enseignement ou de l'enseignant est importante. Oui. Alors, M. Dianoute, un défi pour finir? Bon, mais je vais dire que il faut que l'on réaffirme la vision du système éducatif qui doit être au service de l'employabilité des jeunes. Dans cette dynamique, on doit assurer la cohérence verticale et horizontale de notre système éducatif pour qu'on
on puisse véritablement atteindre les objectifs. Et pour cela, il est très important que de façon résolue, on instaure un système d'orientation qui appréhende le système de la base jusqu'à l'enseignement supérieur. Et ça donnera du sens parce qu'aujourd'hui, on confond le classement en fin de cycle des apprenants à un système d'orientation. Et quand on dit orientation, c'est en réalité la détection des talents, l'accompagnement pour emmener l'apprenant réellement vers une formation professionnelle ou une formation qui valorise ses atouts personnels et qui soit au service du développement. Voilà. Et depuis que notre système existe, le système d'orientation a fortement fait défaut. Je crois que ça doit être un levier catalyseur pour améliorer le système. Merci. Le système d'orientation comme catalyseur de l'USG. Exactement. Exactement. Il faut repenser l'enseignement secondaire général, comme l'ont dit les invités. Et je crois que le prochain président a du pain sur la pêche. En tout cas, nous attendons donc le prochain président sur les défis de l'enseignement secondaire général et nous espérons donc que le capital humain sera au cœur donc de ce développement-là avec l'orientation, avec la formation continue et avec les infrastructures. Merci beaucoup, chers invités. Merci pour vos contributions. Merci. Merci.